Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 7 novembre 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition. À la une de l'actualité politique, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le président américain élu Donald Trump. Il lui a souhaité tout le succès et la réussite dans la réalisation des intérêts du peuple américain et espère renforcer les relations de partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Voici un compte rendu. Nous espérons parvenir ensemble à instaurer la paix, à préserver la sécurité, la stabilité régionale et à renforcer les relations de partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis ainsi qu'entre leurs peuples amis, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. El-Sisi a félicité le président américain élu, Donald Trump, lui souhaitant tout le succès et la réussite dans la réalisation des intérêts du peuple américain. L'Égypte et les États-Unis ont toujours présenté un modèle de coopération et ont réussi ensemble à réaliser les intérêts communs des deux nations amies. Et c'est ce que nous espérons continuer à faire dans ces moments délicats que connaît le monde, dit el-Sisi. La victoire de Trump vient à un moment décisif pour le Moyen-Orient, déchiré par les tensions géopolitiques. La guerre à Gaza a coûté la vie à plus de 43 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants. L'escalade au Liban a aggravé la situation dans la région, exigeant la nécessité d'un accord de cessez-le-feu immédiat sur les deux fronts. L'Égypte est un médiateur principal dans les négociations pour un accord aux côtés des États-Unis et du Qatar. À peine quelques heures après son élection, Donald Trump a déclaré n'avoir aucune intention de s'impliquer dans des guerres, mais au contraire d'y mettre un terme. « Je rendrai l'armée américaine plus forte et je mettrai fin aux guerres », a insisté le président américain. Donald Trump se trouve donc aux portes de la Maison-Blanche. Trump a réalisé un exploit historique en remportant l'élection présidentielle américaine, devenant ainsi le 47e président des États-Unis après avoir franchi la barre des 270 voix au collège électoral. Avec cette victoire, Trump est devenu le premier président à remporter 2 mandats non consécutifs en plus de 100 ans. Le président américain élu a reçu une pluie de félicitations de dirigeants étrangers, d'Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahou, à Volodymyr Zelensky, au chef de l'OTAN, Mark Rutte, du Premier ministre britannique Keir Starmer, à la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président de l'Estonie, Alar Karis. Les deux présidents ont discuté des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et d'investissement. Les questions régionales et les dossiers internationaux dont la situation à Gaza et au Liban étaient au premier rang des discussions. Lors d'une conférence de presse commune, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance d'établir un État palestinien souverain sur les frontières du 4 juin 1967 comme pierre angulaire de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Pour sa part, le président Alar Karis a salué le rôle de l'Égypte à contenir l'escalade dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a affirmé qu'il y avait un consensus entre l'Égypte et les Pays-Bas pour promouvoir et développer les relations bilatérales dans divers domaines. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue néerlandais, Caspar Veldkamp, tenue hier au Caire. Les discussions portaient particulièrement sur le développement des relations d'investissement et commerciales. Le ministre néerlandais a pour sa part affirmé que les relations avec l'Égypte était solide et offrait de nombreuses perspectives de collaboration, en particulier dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. La 12e édition du Forum urbain mondial se poursuit au Caire pour sa 4e journée. Tout commence à la maison ensemble dès maintenant. Tel est le message central du Forum, la principale conférence des Nations Unies consacrée au développement urbain durable. Les travaux de ce forum ont été lancés le 4 novembre avec la participation record de plus de 30 000 personnes provenant de 180 pays. Le forum clôturera donc ses activités demain. Voici un compte rendu. Capitale de la civilisation, de l'histoire et de la paix,
Nous inaugurons le 12e Forum urbain mondial, avait déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi avant de donner le coup d'envoi de cette grande messe qui dure 5 jours. Au centre des discussions, l'avenir du logement et le développement urbain. Il est impossible d'entamer de sérieuses démarches pour relever les défis urbains dans des sociétés qui souffrent de guerres, de conflits, de déplacements, de famines et de maladies, souligne le président lors de son discours prononcé à la session d'ouverture. Créé en 2001, ce forum, organisé tous les 2 ans, rassemble des représentants des gouvernements, des organisations de la société civile, du secteur privé et des ONG. Il constitue une plateforme importante pour échanger le dialogue entre les pays sur les enjeux de l'urbanisation. En effet, l'Égypte est le premier pays africain à accueillir le forum après la première édition à Nairobi au Kenya et le deuxième pays arabe après Abu Dhabi. Le retour du forum sur le continent africain après 2 décennies intervient à un moment où les villes du continent, telles que le Caire, Luanda, Dar es Salaam, Kinshasa, Lagos et Johannesburg, deviennent les plus grands centres urbains du monde, abritant plus de 10 millions de personnes d'ici 2035. Aujourd'hui, environ 50% de la population mondiale vivent dans les zones urbaines, une proportion qui devrait atteindre 70% d'ici 2050. Face à une urbanisation rapide qui engendre à la fois des opportunités et des défis, le 12e Forum urbain mondial a pour objectif de trouver des solutions à la crise mondiale du logement. Selon ONU Habitat, près de 1,6 milliard de personnes vivent dans des conditions précaires ou inadéquates et ce nombre pourrait doubler d'ici 2030. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a adressé des messages rassurants les citoyens en annonçant lors d'une conférence de presse que selon les directives présidentielles, il n'y aura pas de fardeau supplémentaire pour les citoyens. Le Premier ministre a expliqué que les rumeurs sur un éventuel nouveau flottement de la livre égyptienne sont non fondées. Pourtant, Madbouli a affirmé que le taux de change du dollar sera flexible. Il augmentera et baissera selon les données du marché et la loi de l'offre et de la demande, a-t-il dit. Les exportations agricoles égyptiennes ont rapporté 4,1 milliards de dollars dans les 10 premiers mois de 2024, soit une augmentation d'1 milliard de dollars, ce qui fait 24,39% par rapport à la même période de l'année 2023. Selon le ministère de l'Agriculture, ce montant est équivalent à 7,1 millions de tonnes de produits agricoles. Les exportations agricoles les plus importantes sont les agrumes, les pommes de terre, les oignons, les raisins, les haricots, les pommes de terre, les mangues, les tomates, l'ail, les fraises, les goyaves et les grenades. Les agrumes viennent en première place avec 2,28 millions de tonnes. Et on enchaîne avec l'éducation cette fois-ci. La densité des élèves dans les classes ainsi que le manque de salles et d'enseignants sont les principaux défis auxquels fait face l'enseignement scolaire. Telle a été la déclaration faite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Mohamed Abdel Latif, qui a pris ses fonctions en juillet dernier. Une déclaration faite lors d'une table ronde organisée par l'Organisme national de la presse. Le ministre a expliqué que le système de réforme mis en place cette année est censé mettre fin aux lacunes de l'enseignement scolaire où sont inscrits 25 494 232 élèves dans les écoles publiques et privées en Égypte pour l'année scolaire 2023-2024. Les ministres du tourisme et des antiquités ainsi que celui des finances ont annoncé conjointement le lancement d'un programme visant à renforcer le secteur du tourisme. Ce programme fournira 50 milliards de livres égyptiennes en option de financement pour les entreprises touristiques, facilitant les paiements échelonnés pour augmenter la capacité des chambres d'hôtel. La priorité sera donnée aux régions de Luxor, d'Assouan, du Grand Caire, de la mer Rouge, ainsi que le sud du Sinaï.
Et puisqu'on parle financement, on va parler d'une restauration restante, celle du Bimaristan, El Mouayed Cheikh, qui reprend la splendeur d'antan. Dans les rues du Caire historique se trouvent de nombreux bâtiments archéologiques inconnus de beaucoup de gens, ce qui a poussé le gouvernement à changer cette conception à travers donc un projet axé sur l'exploitation de ces bâtiments et à des fins d'investissement et d'activités touristiques d'une manière adaptée à la nature et à la taille de chaque monument. Je ne vous en dis pas plus, regardons par nous-mêmes en images. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a inauguré 8 bâtiments archéologiques dans le Caire historique après leur restauration, et cela en coopération avec l'Agence américaine pour le développement international USAID. Les deux parties ont célébré le lancement du projet de gestion intégrée du tourisme culturel financé par l'USAID et visant à attirer les touristes intéressés par une expérience unique. Parmi les plus grands bâtiments en cours de développement figurait le bâtiment du Bimaristan El Mouayed Cheikh, qui a accueilli la cérémonie d'ouverture des 8 sites archéologiques après leur restauration. C'est le deuxième Bimaristan construit au Caire après le Bimaristan El Mansour Qalawouni. Il était utilisé comme une maison de retraite pour les personnes âgées et est resté inconnu et caché derrière une mosquée jusqu'à sa découverte par le Comité pour la préservation des antiquités arabes à la fin du XIXe siècle, alors qu'il fut construit en 1420. Alors qu'il est envisagé d'utiliser le Bimaristan El Mouayed Cheikh pour établir des spectacles et des fêtes, certains experts du projet de gestion intégrée du tourisme culturel proposent d'utiliser l'hospice Taqi-Din El-Bistami comme espace d'apprentissage de l'artisanat, d'ateliers artistiques. Ils suggèrent également d'exploiter le Sabil El-Amir El-Cheikhou dans le quartier d'El Hattaba, qui se trouve actuellement sur la route reliant la place de la Citadelle à la route Salah Selim, comme une galerie d'art pour le pèlerinage et un observatoire. Le Sabil est un type de bâtiment rare car il est sculpté dans la pierre. Il est prévu d'utiliser Zawiya Sabil Farag ibn Barou, construit en 1908 et faisant face au célèbre Bab Zouela comme exposition pour la Khayameya, car le Sabil se trouve au milieu du célèbre quartier de Khayameya au Caire. Le chemin est unique par son plafond en bois, auquel sont suspendus des stalactites, considérés par les innovateurs comme rares. Les archéologues qui ont restauré Bab Manga Kel Salahdor ont déployé de grands efforts pour nettoyer le bâtiment de la rue sous Seleh et remettre l'ancienne porte dans son état d'origine. Le projet de gestion intégrée du tourisme culturel exprime un changement dans l'approche du développement des sites archéologiques, en coopération avec les principaux organismes internationaux, pour parvenir au développement durable de ces sites et en tirer profit de ces zones touristiques qui jouent un rôle important dans le développement des activités culturelles, économiques, sociales et artistiques. Allez, après la culture, on s'intéresse au tourisme et pour cela, nous avons Hadia Osman et chez vous, ceux-là qui nous ont préparé l'essentiel de l'actualité du domaine touristique. Les anciens Égyptiens ont remporté de grandes victoires dans de nombreuses batailles, démontrant leur performance militaire et leur capacité à défendre leur territoire. Ces victoires ont inauguré une ère de force et de prospérité dans l'histoire de l'Égypte. Dans le même contexte, les victoires de la guerre d'octobre 1973 qui ont marqué l'histoire moderne de l'Égypte ont permis à l'armée égyptienne de reconquérir la péninsule du Sinaï. Sous le thème « La grandeur de la victoire dans l'histoire égyptienne », le public a sélectionné ce mois-ci des artefacts qui mettent en lumière les guerres menées par l'Égypte à travers les époques, les chefs militaires, les armes et les idoles de la guerre dans l'Égypte ancienne.
et ceci pour célébrer la glorieuse victoire d'octobre qui tombe le 6 octobre de chaque année. Les pièces mettent en lumière le rôle de l'armée égyptienne, qui est la plus ancienne armée régulière du monde à travers les différentes époques. Elle a mené de nombreuses batailles majeures pour la libération et l'indépendance, notamment la bataille de Megiddo, dirigée par le roi Thothmos III, la bataille de Kadesh dirigée par le roi Ramsès II, la bataille de Hattin et la bataille de Ain Jalut. La guerre du 6 octobre 1973 reste une réalisation nationale héroïque et un symbole de fierté pour les hommes des forces armées égyptiennes en coopération avec le grand peuple égyptien qui est considéré comme l'une des plus grandes victoires de l'ère moderne. Des vacances en hiver, pourquoi pas, mais aller à la plage en hiver, et oui, c'est possible en Égypte. Comment? Eh bien, je vais vous le dire. Dans le prochain commentaire, nous vous proposons de prendre la direction de Sharm el-Sheikh, une destination pour s'évader le temps de quelques jours et même bronzer en plein hiver. Voyons ensemble. Sharm el-Sheikh est un important port de commerce et de tourisme à la pointe sud du désert du Sinaï sur la mer Rouge. Depuis 1985, cette ville est une destination de villégiature très appréciée. À Sharm el-Sheikh, le climat est subtropical désertique, avec un temps sec et chaud la plus grande partie de l'année, si l'on accepte de rares averses au cours de la saison hivernale. Les hivers y sont particulièrement doux, en bordure de la mer Rouge, avec une température moyenne de 22 degrés l'après-midi, ce qui équivaut à un mois de juin dans le nord de la France. Les étés y sont brûlants, avec des températures qui dépassent régulièrement les 40 degrés à l'ombre l'après-midi. Les conditions chaudes et ensoleillées se poursuivent généralement durablement la raison estivale dans cette région. La semaine ne dérogera pas à la règle. Les températures minimales ne s'abaisseront pas sous les 22-24 degrés et les maximales atteindront de manière journalière 25 à 30 degrés, de quoi encore profiter en tenue décontractée des nombreuses visites à faire ou tout simplement bronzer. Votre ressenti, en raison du soleil et du vent faible, pourra atteindre les 33 degrés. Vous pourrez toujours profiter d'une eau de la mer Rouge à 26 degrés environ ce novembre. Sharm el-Sheikh possède une histoire mouvementée. La ville a traversé de nombreux conflits. Depuis 1942, le développement touristique de Sharm el-Sheikh est remarquable. De magnifiques plages ont été aménagées. La mer y est aussi claire que calme. L'endroit est favorable à la pratique de la plongée sous-marine. Le soir, la vie nocturne s'anime grâce à de nombreux restaurants. Et si vous voulez retrouver un peu de calme, le Sinaï et les paysages rocailleux et dunaires qui entourent la ville de Sharm el-Sheikh offrent des possibilités d'excursion inoubliables. Allez, on termine très rapidement avec les nouvelles en bref. Alexandrie accueille la deuxième édition de l'exposition célébrant les liens culturels entre la Grèce et l'Égypte. Une cérémonie d'ouverture spéciale a eu lieu à la bibliothèque d'Alexandrie pour la deuxième édition de l'exposition qui s'intitule « Un conte de deux villes, Athènes et Alexandrie ». On enchaîne avec un sondage publié par Capmas qui déclare que la population égyptienne a atteint les 107 millions de personnes. 1 million de naissances en 268 jours, rien que ça. Et pour la première fois en Égypte, l'orchestre philharmonique royal donne deux concerts les 15 et 16 novembre au Grand Musée égyptien. L'orchestre, un des plus anciens symphoniques britanniques, sera accompagné des jeunes violonistes égypto-hongroises Mira et Mariam Abou Zahra. Et enfin, le film égyptien Dakhal el-Rabi'a Yedhak participera à la compétition de la 45e édition du Festival international du film du Caire dans la catégorie des courts-métrages. Le Festival international du film du Caire aura lieu du 13 au 22 novembre. C'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellent suite de programme sur la TV internationale.